Vincent Reeves avait bâti sa vie sur la précision et le contrôle. À 42 ans, il se tenait au sommet de sa firme d'architecture, Cornerstone Design, qu'il avait fondée il y a 12 ans après avoir quitté un partenariat prestigieux dans une grande entreprise. Vincent n'était pas seulement talentueux, il était visionnaire. Il associait l'esthétique brutaliste à une fonctionnalité durable d'une manière qui lui avait valu une reconnaissance internationale et une fortune suffisante pour permettre à sa famille de vivre dans un manoir moderniste de sa propre conception, perché dans les collines surplombant le lac Michigan. Cette structure de verre et de béton sur 3 niveaux incarnait sa philosophie, transparence soutenue par une force intransigeante. Sa femme Audrey avait un jour plaisanté en disant que la maison était une métaphore parfaite de leur mariage. Elle pouvait toujours voir ce qu'il faisait, mais ne parvenait jamais tout à fait à comprendre les fondations qui le maintenaient debout. Leur fille Lily, 16 ans, brillante, avait hérité de l'esprit analytique de Vincent et de la sensibilité artistique d'Audrey. Elle excellait en tout, les études, le violon, l'athlétisme. Sa chambre, au 3e étage, avait été spécialement conçue pour capter la lumière du matin pour ses tableaux. Ce vendredi matin d'octobre, Vincent se tenait dans la cuisine, buvant un café noir, observant la brume s'élever au-dessus du lac. Mesurant 1,88 mètres, les cheveux poivre et sel coupés ras, le visage toujours impeccablement rasé, il imposait sa présence même en tenue décontractée. Ses yeux bleus acier ne laissaient rien échapper, y compris le fait qu'Audrey n'avait pas dormi dans leur lit la nuit précédente. Tard au conseil du musée, demanda-t-il lorsqu'elle entra enfin dans la cuisine à 7h15, déjà habillée d'une jupe crayon gris anthracite et d'un chemisier crème, ses cheveux au burn relevés en un chignon élégant. L'organisation de la collecte de fonds va me tuer, répondit-elle sans vraiment le regarder, en se versant du café. À 39 ans, Audrey était encore éblouissante, pommette haute, yeux verts en amande et une posture de danseuse héritée de ses années au ballet de Chicago, avant qu'une blessure au genou ne mette fin à cette carrière. Elle canalisait désormais sa passion artistique dans son rôle de directrice des relations avec les donateurs au musée d'art contemporain de la ville. Vincent hocha la tête, enregistrant mentalement le léger tremblement de sa main, la trace de maquillage sur sa mâchoire qui ne dissimulait pas tout à fait ce qui ressemblait à un bleu. Lily est déjà partie pour sa visite universitaire. Bradford est venu la chercher il y a 1 heure. Aujourd'hui c'est Northwestern, et demain l'université de Chicago. Bradford, le frère d'Audrey, était professeur de littérature toujours très proche de sa nièce. « J'ai des réunions jusqu'à tard ce soir », dit Vincent en rinçant sa tasse. « Ne m'attends pas. »« Je ne comptais pas », répondit Audrey un peu trop rapidement. « J'ai ce vernissage en centre-ville. » Alors que Vincent descendait la route sinueuse en direction de la ville dans sa Tesla, il repensa aux 5 messages qu'il avait vus sur le téléphone d'Audrey la semaine dernière. Des messages qu'elle avait effacés précipitamment lorsqu'elle l'avait vu s'approcher. Il repensa aussi aux relevés de cartes bancaires montrant des dépenses dans des hôtels, où elle prétendait avoir des réunions en journée. Il pensa au changement en elle subtil au début, puis de plus en plus évident à l'œil d'un architecte habitué à repérer les moindres altérations dans les fondations. Il n'avait pas bâti son entreprise en ignorant les signes structurels d'alerte. Et il n'avait pas survécu à son enfance en faisant confiance aveuglément. Le téléphone de Vincent sonna, sa voix résonnant à travers les haut-parleurs de la voiture. « C'est Diego », annonça son assistant. « Je confirme votre rendez-vous de 14h avec les promoteurs de la tour Stanfield, et je vous rappelle le dîner de ce soir avec le maire Maurice. » Vincent esquissa un léger sourire. Si ses fondations personnelles commençaient à se fissurer, ses fondations professionnelles, elles, restaient inébranlables. Et le rendez-vous de ce soir le rapprocherait un peu plus de l'obtention du contrat pour le nouveau quartier artistique de la ville, un projet à $1 milliard qui scellerait son héritage. Merci Diego. Je serai prêt. Chapitre 2 : Fissures dans les fondations. La maison d'enfance de Vincent avait été construite sur des secrets. Son père, Harold Reeves, était un juge respecté en public, mais un tyran à la maison, dirigeant sa famille avec un mélange de manipulation psychologique et de cruauté savamment dosée, qui ne laissait jamais de marque visible. La mère de Vincent s'était réfugiée dans les médicaments et l'alcool, jusqu'à ce qu'elle ne s'en échappe plus du tout. Elle avait été retrouvée noyée dans la baignoire alors que Vincent avait 12 ans. Le verdict officiel avait conclu à un accident, mais Vincent avait vu les ecchymoses sur ses poignets ce jour-là.
Il avait appris à survivre en observant, en décodant les comportements, en comprenant l'architecture du pouvoir. À 16 ans, il avait finalement affronté son père avec les preuves de ses nombreuses liaisons, le menaçant de tout révéler à la commission de déontologie judiciaire. L'homme avait été stupéfait par le dossier méticuleux de son fils, relevé d'appels, photographies, reçus d'hôtel. « Tu me ressembles plus que je ne l'aurais cru », avait dit Harold, avec une étrange fierté dans la voix, une remarque qui avait donné la nausée à Vincent. Vincent avait utilisé ce levier pour négocier sa liberté, un appartement séparé, les frais de scolarité payés, et l'indépendance. Il ne lui avait parlé qu'en cas de nécessité depuis ce jour-là, entretenant une relation froide et distante qui perdurait encore aujourd'hui. Harold, désormais septuagénaire, vivait dans un condo payé par Vincent, une solution qui garantissait le confort de l'ancien juge, mais surtout, le tenait à l'écart. Assis dans son bureau d'angle surplombant les gratte-ciel de Chicago cet après-midi-là, Vincent repensait aux motifs comportementaux. Il ouvrit l'application de sécurité sur son téléphone et consulta les caméras installées dans sa maison, une précaution prise dès leur emménagement, justifiée par le risque que leur richesse attire l'attention indésirable. Audrey l'avait trouvé paranoïaque, mais n'avait pas protesté. La maison était vide, comme prévu. Il passa aux enregistrements de la veille au soir. Audrey était rentrée à 20h42 seule. Elle était repartie à 21h17, avec un sac de nuit. Elle était revenue à 6h23, portant des vêtements différents. Vincent ferma l'application et se tourna vers son ordinateur. Il entra le mot de passe d'un programme que le spécialiste IT de sa firme avait installé le mois dernier, soi-disant pour le suivi des véhicules de société. En réalité, il lui permettait de suivre le GPS de la voiture d'Audrey. La nuit dernière, la voiture était restée stationnée entre 21h38 et 5h46 devant un immeuble de luxe de River North. Une recherche rapide révéla que le Pantouse appartenait à Alexander Mercé. Ce nom frappa Vincent comme un coup de poing. Pas parce qu'il lui était inconnu, bien au contraire. Alexander Mercé était l'un des promoteurs immobiliers les plus influents de Chicago, un client de longue date de Cornerstone Design et, surtout, le meilleur ami de Vincent depuis plus de 20 ans. Ils s'étaient rencontrés à l'école d'architecture. Liés par la même ambition. Et de l'ambition. Tandis que Vincent s'était tourné vers le design, Alex avait choisi le développement, et leurs compétences complémentaires avaient permis à chacun de progresser rapidement dans son domaine. Alex avait été le témoin de Vincent à son mariage, le parrain de Lily, la seule personne à qui Vincent faisait une confiance aveugle. Vincent ouvrit son agenda et annula son dîner avec le maire. Puis il appela Diego. « Je veux tout ce que nous avons sur Mercé Property. Tous les contrats, toutes les communications, tous les designs que nous avons réalisés pour eux. » « Il y a un problème avec le projet de l'acquéreur ?» demanda Diego, faisant référence à leur collaboration actuelle avec Mercé. « Je collecte juste des informations, » répondit Vincent, d'une voix si calme qu'elle ne trahissait rien de la glace qui commençait à se former dans son cœur. « Et Diego, ça reste entre nous. » Une heure plus tard, Diego déposa une pile de dossiers sur son bureau. Vincent verrouilla la porte de son bureau et se lança dans ses recherches. À minuit, il comprenait l'ampleur de la trahison. Ce n'était pas seulement une liaison. C'était le démantèlement calculé de tout ce qu'il avait construit. Les dossiers financiers montraient que Mercé Property avait, discrètement, acquis des terrains jouxtant ceux ciblés par le projet de quartier artistique de Vincent. Les communications révélaient qu'Alex rencontrait ses concurrents. Et, enfoui dans les emails professionnels d'Audrey, qu'il accéda via le mot de passe d'urgence qu'elle lui avait un jour partagé, il découvrit des discussions autour d'un projet concurrent de district artistique. Un projet qui détournerait les fonds publics pour les rediriger vers un partenariat privé, dirigé par nul autre qu'Alexander Mercé. Avec l'aide d'Audrey, Alex ne s'était pas contenté de voler la vie personnelle de Vincent. Il était en train de lui dérober son héritage professionnel. Vincent s'adossa à sa chaise, glacé par une détermination nouvelle et dangereuse. Il avait déjà été trahi par son père, par des associés qui avaient tenté de le chasser de sa première entreprise, mais jamais comme ça. Jamais par ceux qui l'avaient laissé s'approcher si près. Il saisit son téléphone et appela une personne à qui il n'avait pas parlé depuis des années, Félix Russo. Ancien client, homme aux liens douteux dans les recoins sombres de Chicago,
il devait une faveur à Vincent pour l'avoir sauvé d'un scandale qui aurait détruit sa réputation. « J'ai besoin d'informations », dit Vincent lorsque Félix décrocha. « Et peut-être d'autres services ensuite. »« Pour toi, Vincent ? Tout ce que tu veux. Dis-moi simplement sur qui. » Chapitre 3. Le plan de la tromperie. Durant les 2 semaines suivantes, Vincent devint l'architecte de sa propre dissimulation. Chez lui, il jouait le rôle du mari ignorant, travaillant tard, discutant avec Audrey de leurs projets d'avenir comme si le sol ne s'effondrait pas sous leurs pieds. Il assista même à un dîner chez Alex, dans son pantouse, observant d'un œil clinique sa femme et son meilleur ami jouer leur petite comédie de fausse amitié, manquant les regards lourds de sens et les gestes trop prolongés devenus aujourd'hui flagrants. Les informations de Félix complétèrent les derniers morceaux du puzzle. La liaison avait commencé il y a 11 mois, après une soirée de gala organisée dans un des bâtiments d'Alex. Ce qui avait commencé comme une complicité professionnelle s'était transformé en quelque chose de plus intime, et, récemment, de plus calculé encore. Vincent apprit qu'Alex avait utilisé ses connexions politiques pour se positionner comme favori du projet artistique, en exploitant les plans confidentiels de Vincent. Le rôle d'Audrey au musée lui permettait d'accéder au réseau de mécènes nécessaires au financement du projet concurrent. Ensemble, ils ne trahissaient pas seulement la confiance de Vincent. Ils démantelaient méthodiquement toute sa vie. Mais le plus glaçant, ce fut ce que Félix découvrit à propos de Lily. Sa fille n'était pas en tournée universitaire avec son oncle Bradford, celui-ci était à une conférence à Seattle toute la semaine. Non. Lily était en fait dans le chalet au bord du lac d'Alex, dans le Michigan, prétendument pour un programme artistique exclusif, qui n'existait pas. Des caméras de sécurité montraient Alex et Audrey rendant visite à la propriété, y restant pendant des heures avant de repartir. Ce qu'il disait à sa fille, ce qu'il planifiait pour son avenir. Vincent ne pouvait que l'imaginer. Vendredi matin. 3 semaines jour pour jour après avoir remarqué qu'Audrey ne dormait plus à la maison, Vincent mit son plan à exécution. « Je pars à Détroit pour le week-end », dit-il à Audrey pendant le petit déjeuner. « Le projet Riverside nécessite mon attention personnelle. »« Tout le week-end » demanda-t-elle, un éclair de soulagement ou d'anticipation traversant son visage. « Je rentre dimanche soir. » Il l'embrassa sur la joue, respirant son parfum mêlé à un autre, une fragrance qu'il reconnaissait désormais comme celle d'Alex. « Donne mon amour à Lily quand elle appellera. » Audrey acquiesça, saisissant déjà son téléphone, sans doute pour avertir Alex de leur soudaine liberté. Vincent, lui, fonça à son bureau. Diego avait tout préparé, les documents, les contrats modifiés, les transferts de propriété, et le contenu d'un coffre qu'il conservait depuis des années. À l'intérieur, des éléments compromettants sur plusieurs personnalités influentes de Chicago, y compris des preuves de mauvaise conduite judiciaire du juge Harold Reeves, des preuves que Vincent n'avait jamais utilisées. À midi, il rencontra son avocat. À 14 heures, son banquier. À 16 heures, il appela Félix pour confirmer les arrangements du soir. À 17 heures, il gara sa voiture à 2 pâtés de maison de chez lui et rejoignit sa propriété par l'arrière, à travers le bois. Derrière les arbres, il observa Audrey par les fenêtres. Elle préparait un dîner élaboré. À 18 heures, la Maserati d'Alex entra dans l'allée. Vincent ne regarda pas leur étreinte. À la place, il se glissa par le garage, entra le code et souleva discrètement la porte. Il referma derrière lui, se faufila jusqu'à la porte intérieure qu'il déverrouilla avec sa clé. Dans sa propre maison, Vincent devint un fantôme. Des rires et des tintements de verre lui parvenaient depuis la cuisine. Il gravit l'escalier de service menant à son bureau, où il activa le système d'enregistrement audio qu'il avait installé la semaine précédente. Puis il envoya un message à Félix. Maintenant. 3 minutes plus tard, le téléphone d'Audrey sonna. Il n'entendit pas la conversation, il n'en avait pas besoin. Félix appelait avec une urgence, une canalisation avait éclaté au musée, menaçant l'exposition. Comme prévu, Audrey s'excusa, promettant de revenir rapidement, laissant Alex seul dans la maison. Vincent descendit silencieusement et entra dans la cuisine au moment où Alex se servait un verre de vin. « Bonsoir, Alex. » Le verre éclata au sol alors qu'Alex se retournait, blême.
Vincent. Audrey m'avait dit que... Je sais ce qu'elle a dit, répondit Vincent, d'un ton presque amical. Je sais tout. Ce qu'elle t'a dit. Ce que tu as dit. Ce que vous avez fait. Le visage d'Alex passa de la stupeur au calcul. Écoute, je peux expliquer ce deal de développement. Ce n'est pas ce que tu crois. On allait t'intégrer. Après avoir volé mes plans? Après avoir utilisé ma femme pour approcher mes mécènes? Après, ce que tu as raconté à ma fille dans ton chalet au lac? Vincent posa un dossier sur l'îlot de cuisine. Voici ce qui va se passer. Tu vas signer ces papiers, transférer la propriété des terrains à une société écran que, par hasard, je contrôle. Tu vas retirer ta proposition pour le projet artistique. Et tu vas quitter Chicago. Le visage d'Alex se durcit. Sinon quoi? Tu vas raconter que ta femme m'a préféré? Que ta fille vient me demander conseil plutôt qu'à son propre père? Ouvre les yeux, Vincent. Tu as bâti une maison parfaite, mais tu as oublié d'en faire un foyer. C'est pour ça qu'elles m'ont choisi. Vincent esquissa un sourire, et ce sourire fit reculer Alex. Je n'avais pas terminé, dit-il doucement. Si tu ne fais pas exactement ce que je dis, je rendrai public comment tu as soudoyé le commissaire Davis pour qu'il ignore les défauts structurels dans le projet Westside. Les mêmes défauts qui ont tué 3 ouvriers l'an dernier. Le visage d'Alex se vida de toutes couleurs. Tu bluffes. Vincent fit glisser son téléphone sur le comptoir. À l'écran, des photos de chèques manuscrits, des SMS. Félix te passe le bonjour. Vincent, on est amis depuis 20 ans. Supplia Alex. Tout ce que tu crois qu'il se passe avec Audrey. Signe les papiers, Alex. Vincent plaça un stylo sur le dossier. Considère ça comme le prix de ta liberté. La main tremblante, Alex signa chaque document. Lorsqu'il reposa le stylo, son regard se durcit à nouveau. Tu crois avoir gagné? Audrey ne t'aime plus. Lily te voit comme froid, autoritaire. Tu finiras seul. Vincent ramassa calmement le dossier. Peut-être. Mais tu ne seras pas là pour le voir. Il consulta sa montre. Audrey sera de retour bientôt, après sa fausse urgence au musée. Je te conseille d'être parti avant qu'elle n'arrive. Et qu'est-ce que tu vas lui faire? Demanda Alex, une once d'inquiétude dans la voix. Le sourire de Vincent fut glacial. Rien qu'elle ne se soit pas déjà fait elle-même. Il sortit son téléphone, appuya sur un bouton. Je viens de t'envoyer un billet d'avion pour Vancouver. Il décolle ce soir. Je te suggère de l'utiliser. Après le départ d'Alex, Vincent se versa un verre du vin qu'ils avaient ouvert. Il s'installa à la table qu'ils avaient dressée pour leur dîner romantique. Et c'est là qu'il était encore, calme, impassible, lorsqu'Audrey rentra 40 minutes plus tard. Vincent? S'étrangla-t-elle, laissant tomber son sac à main. Tu devais être à Détroit. Et tu es censé gérer une crise au musée, répondit-il d'une voix égale. Intéressant de voir qu'aucun de nous n'est là où il prétend être. Le visage d'Audrey se vida de toutes couleurs. Je peux expliquer. Inutile, la coupa Vincent. Alex est déjà parti. Après avoir renoncé à ses parts dans les biens autour de mon quartier artistique et s'être engagé à retirer sa proposition concurrente. Il prit une gorgée de vin. Il devrait embarquer pour le Canada à l'heure qu'il est. Audrey s'effondra sur une chaise en face de lui, son monde soigneusement construit s'effondrant à vue d'œil. Depuis combien de temps tu sais? Assez longtemps pour comprendre que ce n'est pas juste une aventure. C'est une trahison systématique, répondit Vincent d'une voix déconcertamment calme. Toi et Alex avez utilisé mes contacts, mes designs, mes donateurs, vous planifiez de prendre tout ce que j'ai construit. Ce n'était pas comme ça, protesta faiblement Audrey. Alors explique Lily, dit Vincent, sa voix prenant enfin une note de colère. Explique pourquoi ma fille est chez Alex, au bord du lac, au lieu de faire des visites universitaires. Explique ce que tu lui as raconté sur moi. Les yeux d'Audrey s'écarquillèrent. Comment tu? Je sais tout, dit simplement Vincent. La question est,
Que va-t-il se passer maintenant? Chapitre 4, le précipice. 3 mois avaient passé depuis cette confrontation dans la salle à manger. En apparence, la vie avait repris son cours. Vincent allait au travail, rentrait chez lui, assistait à des événements sociaux avec Audrey à son bras. Alex Mercer avait bien quitté Chicago. Son entreprise était maintenant en perdition sans lui. Le projet de quartier artistique de Vincent progressait comme prévu, avec une première pierre prévue pour le printemps. Mais sous cette apparente normalité, rien n'était pareil. Audrey dormait maintenant dans la chambre d'amis. En public, ils faisaient bonne figure, mais à la maison, ils étaient des étrangers partageant un espace froid. Vincent avait temporairement accepté cette situation pour le bien de Lily, et parce qu'elle servait son plan plus vaste. Lily était revenue du programme artistique confuse et en colère lorsqu'elle avait découvert que son oncle n'avait jamais été impliqué. Vincent ne lui avait montré que des preuves sélectives de la déception de sa mère, la protégeant de l'ampleur totale de la trahison. Pourtant, le mal était fait. Sa relation avec Audrey était brisée. Elle s'était retirée de ses 2 parents, se concentrant sur l'école et les candidatures universitaires, comptant les jours avant de pouvoir partir. Ce que Lily ignorait, ce qu'Audrey ignorait aussi, c'est que Vincent était en train de démanteler systématiquement les fondations de leur vie, comme ils avaient tenté de le faire avec la sienne. Les comptes bancaires étaient vidés et redirigés. Les biens changeaient de main. Des relations étaient coupées. Et Vincent préparait la phase finale de sa rétribution. Ce vendredi après-midi, Vincent reçut un appel de Félix. « C'est fait », dit-il sans préambule. « Le colis est en place. » « Et l'autre sujet ?» demanda Vincent en regardant par la fenêtre de son bureau le ciel d'hiver. « Ton père a été informé. Il sera chez toi à 19h comme convenu. » Vincent raccrocha, se tourna vers son ordinateur et tapa un email à Audrey. « Besoin de parler ce soir des frais de scolarité de Lily. Je rentre tôt. Sois là pour 18h30. » Puis il ouvrit son tiroir, sortit un petit appareil d'enregistrement et le glissa dans sa poche. Tout était prêt. Ce soir, l'architecture de sa vengeance serait révélée. Vincent arriva chez lui à 18h15 et remarqua la voiture d'Audrey déjà dans l'allée. Il entra et la trouva dans la cuisine, nerveusement en train de préparer du thé. « Vincent, » dit-elle en essayant de sourire, « j'ai réfléchi aux options universitaires de Lily. » « Et ce n'est pas pour Lily ?» coupa Vincent en posant sa mallette sur le comptoir. « C'est à propos de ce qui va se passer pour nous tous. » Le sourire d'Audrey s'effaça. « Que veux-tu dire ? » « J'ai décidé qu'il est temps de mettre fin à cette mascarade, » dit calmement Vincent. « Je dépose une demande de divorce lundi. » Au lieu du choc ou de la protestation, le visage d'Audrey afficha un soulagement indéniable. « Je pense que c'est pour le mieux. On peut essayer de faire ça de manière amiable, pour Lily. » Vincent esquissa un sourire mince. « Amiable. Intéressant choix de mots pour quelqu'un qui a conspiré avec mon meilleur ami pour me voler le plus gros projet de mon entreprise. Vincent, je t'ai dit que ce n'était pas comme ça. Alex et moi sommes toujours en contact. Appel quotidien depuis le téléphone jetable que tu gardes dans ton atelier. Email depuis le compte que tu as créé sous ton nom de jeune fille. Plan pour te joindre à lui à Vancouver le mois prochain. » Le visage d'Audrey devint livide. « Comment tu peux savoir tout ça ?» Vincent haussa les épaules. « De la même manière que je sais pour le compte offshore où Alex transfère de l'argent pour ton nouveau départ. De la même manière que je sais que tu as vendu des œuvres de notre collection à des marchands privés et gardé l'argent. Tu m'espionnes, » murmura Audrey, la colère remplaçant le choc. « Je me protège, » corrigea Vincent. « Tout comme j'ai protégé Lily en ne lui révélant pas l'ampleur de ta trahison. » La sonnette retentit, interrompant leur confrontation. Vincent regarda sa montre. Pile à l'heure. « Qui est-ce » demanda Audrey, confuse. « Mon père » répondit Vincent en allant vers la porte. « Il y a des affaires de famille à régler. » Harold Reeves entra comme un nuage noir, ses 73 en entamant en rien sa présence imposante. Toujours grand, les mêmes yeux bleus acier que son fils, une tignasse blanche et des rides profondes. « J'espère que c'est important » grogna Harold en guise de salutation. «
Tu sais que je déteste venir ici. Ça l'est, assura Vincent en le conduisant dans la cuisine où Audrey attendait, nerveuse. Tu te souviens d'Audrey? Harold hocha brièvement la tête. Il n'avait jamais apprécié sa belle-fille, trouvant ses sensibilités artistiques frivoles. Un des rares avis qu'il partageait avec Vincent. De quoi il s'agit? Exigea Harold. Avant que Vincent ne puisse répondre, son téléphone sonna. Il regarda l'écran, puis répondit. Oui. La voix au bout du fil était paniquée, hystérique. Vincent, mon Dieu, il faut que tu rentres tout de suite. Ton garage. Ce qu'ils ont fait à Lily dans ton garage, je ne peux même pas le décrire. Le visage de Vincent se vida de couleur, l'horreur pure se peignant sur ses traits pour la première fois depuis des mois. Qui est à l'appareil? De quoi parlez-vous? C'est Madame Petrova, votre voisine. Je les ai vus traîner quelque chose dans votre garage. Puis les cris ont commencé. Votre fille. Oh mon Dieu, Vincent, il y avait tellement de sang. La main de Vincent se crispa sur le téléphone. Lily est à son cours de débat. Elle n'est pas encore rentrée. Non, non, elle est rentrée plus tôt. Je l'ai vue il y a 1 heure. S'il vous plaît, venez. Votre garage, maintenant. Ce qu'ils lui ont fait, c'est innommable. La ligne coupa. Vincent resta figé un instant, puis se tourna vers Audrey et Harold, livide. Il est arrivé quelque chose à Lily. Au garage. De quoi tu parles? Demanda Audrey, l'inquiétude montant. Lily m'a envoyé un texto il y a 20 minutes. Elle est toujours à l'école. Vincent était déjà en route vers la porte, clé en main. Madame Petrova vient d'appeler. Elle dit que Lily est au garage. Que quelqu'un l'a blessée. Qu'il y a du sang. Vincent, arrête, s'écria Audrey en lui agrippant le bras. Ça n'a aucun sens. Appelle Lily. Vincent composa son numéro, les mains tremblantes. Boîte vocale. Il rappela. Même résultat. Je rentre, dit-il, la voix tremblante. Audrey attrapa ses propres clés. Je viens avec toi. Non, répliqua Vincent sèchement. Reste ici avec mon père. Si c'est un piège. Un piège? Vincent, dans quoi t'es-tu embarqué? Demanda Harold, la voix autoritaire. Je ne sais pas, admit Vincent. Et pour une fois, il disait la stricte vérité. Ça ne faisait pas partie de son plan. Ce n'était pas chorégraphié. La peur qui lui étreignait la poitrine était bien réelle. Restez ici. Je vous appellerai quand je saurai. Vincent démarra sa voiture en trombe, les pneus crissant. Son esprit s'emballa, imaginant 1000 scénarios. Aucun n'était bon. Alex était-il revenu se venger? Un rival d'affaires avait-il découvert ses plans? Ou était-ce lié à Félix et ses contacts obscurs? Les 15 minutes de trajet jusqu'à la maison lui en prirent 8. Il grilla les feux rouges. Arrivé dans son allée, il fut choqué de voir la voiture d'Audrey déjà là. Elle avait dû le suivre par des raccourcis qu'elle connaissait bien. Pire encore, la berline de luxe de son père était garée en travers, près du garage. Harold avait suivi lui aussi. Vincent bondit hors de la voiture, courut vers le garage et trouva Audrey debout devant, le visage figé d'horreur, tandis que son père la retenait physiquement de l'ouvrir. « Fils, tu ne peux pas !» cria Harold, la voix brisée par l'émotion. « C'est tesséurant. » Audrey se dégagea et courut vers Vincent, les yeux fous de terreur. « Ils nous ont obligés à regarder. S'il te plaît, ne regarde pas. » Vincent repoussa son père si fort que l'homme tomba en arrière sur l'allée. Dans un élan de désespoir, Vincent ouvrit la porte du garage et entra dans l'espace faiblement éclairé. Ce qu'il vit le figea dans une horreur absolue. Le centre du garage avait été transformé en un tableau grotesque. Suspendu au plafond se trouvait ce qui ressemblait au corps de Lily, accroché par les épaules, l'uniforme scolaire trempé de sang, la tête tombante. Mais en s'habituant à la pénombre, Vincent réalisa avec un haut le cœur que ce n'était pas Lily. C'était un mannequin, habillé de ses vêtements, portant un masque de son visage comme ceux utilisés dans les films.
Autour, des projections sur les murs du garage, des dizaines de photos. Lily avec Alex au bord du lac. Lily avec Audrey et Alex. Des images racontant une histoire de manipulation, d'endoctrinement. Et il sortit une seule feuille de papier. Considérez ceci comme un cadeau d'un admirateur de votre travail. Les vraies preuves sont bien pires. Appelez ce numéro quand vous serez prêt pour la suite. Rappelez-vous qui sont vos véritables ennemis. La note était signée simplement, un architecte de la justice. Vincent se retourna lentement vers Audrey et son père, qui se tenaient dans l'encadrement de la porte du garage, leurs visages baignés dans la lumière morbide des images projetées. « Qu'est-ce que tu as fait » murmura Audrey, la voix creuse d'horreur. « Pas ça » répondit Vincent sincèrement, regardant tour à tour le mannequin, les projections et l'audio qui tournaient encore. « Ce n'est pas moi. » Harold s'avança, ses instincts de juge reprenant le dessus malgré le choc. « Il faut appeler la police. »« C'est. » »« Non » le coupa Vincent, la compréhension soudaine éclairant ses traits. « Pas la police. Ce n'est pas une scène de crime. C'est un message. »« Un message ?» répéta Audrey, incrédule. « Vincent, il y a un faux cadavre de notre fille suspendu dans notre garage. Comment peux-tu rester aussi calme ?» Vincent la regarda avec des yeux neufs, ne voyant pas seulement la trahison qu'il avait déjà découverte, mais quelque chose de plus profond, de plus sombre. L'audio continuait de jouer, révélant des conversations dont il n'avait jamais eu connaissance, des plans plus sinistres encore qu'il n'aurait imaginés. Son téléphone vibra, un message de Lily. Débat prolongé. Je rentre avec Zoé. J'arrive dans 20 minutes. Un soulagement l'envahit, aussitôt remplacé par une froide détermination. Celui qui avait mis en scène ce grotesque diorama l'avait fait pour lui ouvrir les yeux, pour dévoiler des vérités encore enfouies et le pousser vers une vengeance plus totale qu'il ne l'avait prévue. Sortez tous les deux, ordonna Vincent d'une voix glaciale. Je dois démonter tout ça avant que Lily ne rentre. Vincent, commença Audrey. Dehors, rugit-il, la colère d'une vie entière explosant enfin. Dehors, avant que je ne montre à Lily quel genre de mère tu es vraiment. Audrey recula, trébuchant hors du garage. Harold resta, son visage illisible. Fils, quoi que tu penses faire, tu n'as aucun droit de me conseiller, répliqua Vincent avec froideur. Pas après ce que tu as fait à maman. Pas après ce que tu m'as fait à moi. Quelque chose comme de la honte passa dans les yeux de Harold. Tu ne comprends pas. Je comprends parfaitement, coupa Vincent. Maintenant pars. J'ai du travail. Lorsqu'ils furent partis, Vincent documenta méthodiquement chaque élément du garage avec son téléphone, téléchargea les fichiers audio depuis l'ordinateur portable, puis démonta toute l'installation. 20 minutes plus tard, quand Lily rentra à la maison, chaque trace de l'horreur avait disparu. Cette nuit-là, pendant que Lily dormait paisiblement dans sa chambre, Vincent s'assit dans son bureau et écouta l'intégralité des enregistrements audio. Il examina aussi les preuves supplémentaires, révélant un complot bien plus vaste que tout ce qu'il avait imaginé. Il ne s'agissait pas seulement du projet du quartier des Arts, ni uniquement d'une liaison. Audrey et Alex siphonnaient ses comptes depuis des années à travers un réseau complexe de fausses associations caritatives liées au musée. Ils manipulaient Lily depuis qu'elle avait 14 ans, se présentant comme ses sauveurs face à un père froid et distant. Et le plus terrifiant, c'est qu'ils avaient discuté de la possibilité d'un « accident » pour Vincent, une fois les transferts terminés. À minuit, Vincent appela le numéro sur la note. « Je suis prêt pour la suite », dit-il. « Je m'en doutais », répondit une femme inconnue. « Rejoignez-moi sur le Riverwalk, près du pont de Michigan Avenue. 1 heure. »« Qui êtes-vous » demanda-t-il. « Quelqu'un qui sait ce que c'est de tout perdre à cause d'Alexander Mercé, » dit-elle, avant de raccrocher. Et il sortit une seule feuille de papier. Considérez ceci comme un cadeau d'un admirateur de votre travail. Les vraies preuves sont bien pires. Appelez ce numéro quand vous serez prêt pour la suite. Rappelez-vous qui sont vos véritables ennemis. La note était signée simplement, un architecte de la justice. Vincent se retourna lentement vers Audrey et son père, qui se tenaient dans l'encadrement de la porte du garage, leurs visages baignés dans la lumière morbide des images projetées. «
Qu'est-ce que tu as fait? Murmura Audrey, la voix creuse d'horreur. Pas ça, répondit Vincent sincèrement, regardant tour à tour le mannequin, les projections et l'audio qui tournaient encore. Ce n'est pas moi. Harold s'avança, ses instincts de juge reprenant le dessus malgré le choc. Il faut appeler la police. C'est. Non, le coupa Vincent, la compréhension soudaine éclairant ses traits. Pas la police. Ce n'est pas une scène de crime. C'est un message. Un message, répéta Audrey, incrédule. Vincent, il y a un faux cadavre de notre fille suspendu dans notre garage. Comment peux-tu rester aussi calme? Vincent la regarda avec des yeux neufs, ne voyant pas seulement la trahison qu'il avait déjà découverte, mais quelque chose de plus profond, de plus sombre. L'audio continuait de jouer, révélant des conversations dont il n'avait jamais eu connaissance, des plans plus sinistres encore qu'il n'aurait imaginés. Son téléphone vibra, un message de Lily. Débat prolongé. Je rentre avec Zoé. J'arrive dans 20 minutes. Un soulagement l'envahit, aussitôt remplacé par une froide détermination. Celui qui avait mis en scène ce grotesque diorama l'avait fait pour lui ouvrir les yeux, pour dévoiler des vérités encore enfouies et le pousser vers une vengeance plus totale qu'il ne l'avait prévue. Sortez tous les deux, ordonna Vincent d'une voix glaciale. Je dois démonter tout ça avant que Lily ne rentre. Vincent, commença Audrey. Dehors, rugit-il, la colère d'une vie entière explosant enfin. Dehors, avant que je ne montre à Lily quel genre de mère tu es vraiment. Audrey recula, trébuchant hors du garage. Harold resta, son visage illisible. Fils, quoi que tu penses faire, tu n'as aucun droit de me conseiller, répliqua Vincent avec froideur. Pas après ce que tu as fait à maman. Pas après ce que tu m'as fait à moi. Quelque chose comme de la honte passa dans les yeux de Harold. Tu ne comprends pas. Je comprends parfaitement, coupa Vincent. Maintenant pars. J'ai du travail. Lorsqu'ils furent partis, Vincent documenta méthodiquement chaque élément du garage avec son téléphone, téléchargea les fichiers audio depuis l'ordinateur portable, puis démonta toute l'installation. 20 minutes plus tard, quand Lily rentra à la maison, chaque trace de l'horreur avait disparu. Cette nuit-là, pendant que Lily dormait paisiblement dans sa chambre, Vincent s'assit dans son bureau et écouta l'intégralité des enregistrements audio. Il examina aussi les preuves supplémentaires, révélant un complot bien plus vaste que tout ce qu'il avait imaginé. Il ne s'agissait pas seulement du projet du quartier des Arts, ni uniquement d'une liaison. Audrey et Alex siphonnaient ses comptes depuis des années à travers un réseau complexe de fausses associations caritatives liées au musée. Ils manipulaient Lily depuis qu'elle avait 14 ans, se présentant comme ses sauveurs face à un père froid et distant. Et le plus terrifiant, c'est qu'ils avaient discuté de la possibilité d'un « accident » pour Vincent, une fois les transferts terminés. À minuit, Vincent appela le numéro sur la note. « Je suis prêt pour la suite », dit-il. « Je m'en doutais », répondit une femme inconnue. « Rejoignez-moi sur le Riverwalk, près du pont de Michigan Avenue. 1 heure. »« Qui êtes-vous » demanda-t-il. « Quelqu'un qui sait ce que c'est de tout perdre à cause d'Alexander Mercé, » dit-elle, avant de raccrocher. Et la proximité dont il avait besoin avec Audrey. Convaincu d'avoir parfaitement dissimulé l'ampleur de sa trahison, Audrey accepta sans hésiter, poursuivant ses communications secrètes avec Alex et la liquidation progressive de ses avoirs. Pendant ce temps, Vincent s'efforçait de reconstruire la confiance de Lily. Il assistait à ses tournois de débat, l'aidait pour ses candidatures à l'université et partageait de longues conversations sur l'architecture et le design, une passion commune qu'ils avaient négligée durant les années où Vincent s'était consacré exclusivement à sa carrière. Lentement, prudemment, Lily commença à baisser sa garde, lui confiant ses interrogations sur le comportement de sa mère et son malaise face à l'intérêt croissant d'Alex pour son avenir. « Il continue de m'appeler », admit-elle un soir alors qu'ils examinaient ensemble son portfolio pour une école d'art dans le bureau de Vincent. « Tous les 2 ou 3 jours. Il me parle de mes projets d'études, veut me présenter à des gens. Maman dit que je devrais lui être reconnaissante, mais quelque chose cloche. » Vincent resta impassible, malgré la colère qui bouillonnait sous la surface. « Qu'est-ce qui te dérange exactement ?» Lily haussa les épaules, remettant une mèche de cheveux sombres derrière son oreille.
Il est très intense. Il parle toujours de prendre en main mon avenir, si seulement j'accepte ses conseils. Et la façon dont il me regarde parfois. Elle frissonna légèrement. Maman se fâche quand j'en parle. Elle dit que je suis ingrate et immature. Vincent acquiesça lentement. Tu dois toujours faire confiance à ton instinct, Lily. Si quelque chose te semble bizarre, c'est probablement le cas. Il hésita, puis ajouta doucement, tu sais que tu peux venir me voir si jamais tu te sens mal à l'aise, peu importe ce que disent les autres. Même maman, demanda Lily d'une voix timide. Même maman, confirma Vincent, une froide certitude s'ancrant dans sa poitrine. Les preuves rassemblées par Charlotte, combinées au malaise de Lily, dessinaient un tableau alarmant d'un comportement prédateur. Tous les doutes que Vincent avait encore sur les extrêmes de leur plan disparurent à cet instant. Le lendemain, Vincent invita son père à déjeuner dans un restaurant chic du centre-ville, une rareté qui mit immédiatement Harold sur ses gardes. L'homme plus âgé arriva à l'heure pile, impeccablement vêtu d'un costume coûteux payé par Vincent, ses cheveux blancs parfaitement coiffés, l'allure toujours celle d'un homme habitué à commander le respect. C'est inattendu, fit remarquer Harold après qu'ils eurent commandé. À quoi dois-je le plaisir ? Vincent étudia le visage de son père, les yeux bleus acier, les rides profondes taillées par l'amertume, cette bouche mince qui avait prononcé tant de jugements, autant à la maison qu'au tribunal. Je pense à la famille, dit Vincent avec précaution. À l'héritage. Au schéma que l'on reproduit génération après génération. Les sourcils de Harold se haussèrent légèrement. Devenir philosophe à ton âge ? Voilà qui ne te ressemble pas. Peut-être que je change, répondit Vincent. Les événements récents m'ont offert une nouvelle perspective. Si tu fais allusion à cette scène grotesque dans ton garage, je pense toujours que tu aurais dû appeler la police, déclara Harold, l'autorité judiciaire reprenant le dessus. C'était clairement une menace. Ou un avertissement, corrigea Vincent en prenant une gorgée d'eau. Une révélation de vérité que je n'avais pas encore voulu voir. Harold se tortilla légèrement sur son siège. De quoi parles-tu exactement ? Vincent se pencha vers lui. Je sais pour ton arrangement avec Audrey et Alex. Je sais que tu leur fournis des informations, que tu les aides à me contourner. Je sais pour les comptes offshore, les contrats manipulés, les documents du trust modifiés. Le visage de Harold ne changea pas, mais Vincent nota le léger plissement de ses yeux, le même tic qu'il avait remarqué durant leur partie de poker quand il était enfant. Tu délires, déclara froidement Harold. Ta paranoïa a enfin pris le dessus. Vincent esquissa un sourire. C'est ce que maman disait quand elle t'accusait d'avoir des maîtresses. C'est ce que tu as répondu à la police quand elle a affirmé que tu l'avais menacée, Hélène est folle. Hélène est paranoïaque. Il fit une pause. Mais elle ne l'était pas, n'est-ce pas ? Elle avait raison. C'est de l'histoire ancienne, balaya Harold d'un geste de la main. Sans rapport avec les élucubrations que tu fais sur ton mariage raté. Pas sans rapport du tout, rétorqua Vincent. Parce que tu utilises aujourd'hui le même manuel. Décrédibilisé. Isolé. Saboté. Sauf que cette fois, je ne suis pas aussi vulnérable qu'elle. Les yeux de Harold se plissèrent. Que veux-tu dire exactement ? Je ne suggère rien. Je constate. Tu t'es allié avec Audrey et Alex pour détruire tout ce que j'ai construit, autant professionnellement que personnellement, y compris en empoisonnant ma relation avec Lily. Pour la première fois, une véritable émotion traversa le visage de Harold. Ce n'était ni la honte ni la culpabilité, mais bien la colère. Tu n'as jamais mérité cette fille. Tu es incapable de créer des liens véritables. Toujours été comme moi. Un sourire cruel tordit ses lèvres. Voilà le vrai héritage que je t'ai laissé. Pas l'argent. Pas les connexions. Cette incapacité fondamentale à aimer. Vincent encaissa le coup sans broncher. Peut-être. Mais j'essaie de briser ce schéma. En commençant par protéger Lily de ceux qui veulent lui faire du mal. Même s'il s'agit de sa propre famille. La protéger, ricana Harold. La protéger de quoi ? D'un avenir meilleur que celui qu'elle aurait à vivre dans l'ombre de ton ambition glaciale ? Alex et Audrey ont des projets pour cette fille.
Des projets qui lui ouvriront des portes que tu ne peux même pas concevoir. Des projets comme le mentorat spécial d'Alex, demanda calmement Vincent. Des rencontres privées dans sa maison au bord du lac. Celles qui la rendent assez mal à l'aise pour me le confier malgré tout ce que vous avez fait pour nous éloigner. Le teint de Harold pâlit légèrement. Je ne vois pas de quoi tu parles. Je pense que si. Vincent sortit une enveloppe de sa veste et la fit glisser sur la table. Harold l'ouvrit avec hésitation. Son expression se durcit en découvrant les photos qu'elle contenait, Alex avec plusieurs jeunes femmes au fil des années, toutes semblables à Lily, toutes semblant de plus en plus mal à l'aise au fur et à mesure que la série avançait. « Où as-tu trouvé ça ?» demanda Harold. « Charlotte Wells te passe le bonjour », répondit Vincent calmement. Elle a documenté de manière très complète le programme de mentorat d'Alex. Harold referma brutalement l'enveloppe. « Qu'est-ce que tu veux ? » « Que tu fasses un choix, dit Vincent simplement. Continuer à soutenir Audrey et Alex malgré ce que tu sais maintenant de ses intentions envers Lily, ou m'aider à la protéger et à te protéger toi-même. Me protéger moi, répéta Harold avec un rire dur. Tu me menaces, fiston ? Je t'offre une chance d'être, pour une fois, du bon côté de l'histoire. Vincent se leva, déposa de l'argent sur la table pour un repas qu'il n'avait pas touché. Tu as 48 heures pour décider. Après ça, j'agirai avec ou sans toi. Alors qu'il s'éloignait, Harold l'interpella. Tu me ressembles plus que tu ne veux l'admettre, Vincent. Tu l'as toujours été. Vincent s'arrêta, se retourna. C'est là que tu te trompes, père. Je deviens quelqu'un de totalement différent. Chapitre 6, la vérité dévoilée. Vincent, tenant un verre d'eau pétillante, commença méthodiquement à révéler la vérité, en commençant par l'affaire d'Audrey avec Alex, poursuivant avec leurs manœuvres financières, et enfin abordant délicatement le comportement inquiétant d'Alex envers elle. Lily écoutait, l'horreur grandissant sur son visage, passant de l'incrédulité à la colère, puis à une profonde tristesse. « Pourquoi me dis-tu cela maintenant ?» demanda-t-elle lorsqu'il eut terminé. « Parce que tu es en danger, » répondit honnêtement Vincent. Pas seulement émotionnellement, mais potentiellement physiquement. Et parce que j'ai besoin que tu me fasses entièrement confiance pour les prochaines semaines. Que va-t-il se passer ? demanda Lily, sa voix petite mais ferme. Vincent tendit la main à travers la table et prit la sienne. La justice, mais ce ne sera ni facile ni propre. Et ensuite, nos vies seront très différentes. Les doigts de Lily se resserrèrent autour des siens. Je veux aider. Vincent étudia le visage de sa fille, si semblable au sien dans la détermination, mais avec une capacité de compassion qu'il avait enterrée depuis longtemps. Ce n'est pas ton combat, Lily. Ils en ont fait le mien, répondit-elle avec une soudaineté féroce. Quand ils m'ont menti, quand ils ont essayé de m'utiliser contre toi, quand... Elle s'interrompit, puis continua plus fermement, quand Alex m'a fait me sentir mal à l'aise dans ma propre peau, ils en ont fait le mien. À ce moment-là, Vincent ne vit plus un enfant à protéger, mais une alliée puissante qui avait été sous-estimée par tout le monde, y compris lui-même. D'accord, acquiesça-t-il. Mais nous faisons cela à ma manière, précisément, méthodiquement, en toute sécurité. Comme de vrais architectes, dit Lily avec un petit sourire triste. Exactement, acquiesça Vincent. Nous le concevons depuis les fondations. Alors qu'il quittait le restaurant, Vincent ressentit un changement dans sa compréhension de la justice. Ce n'était plus seulement une question de punition. Il s'agissait de reconstruction, de bâtir quelque chose de nouveau à partir des ruines de la trahison. Un avenir où Lily serait en sécurité, où les schémas du passé seraient enfin brisés. Mais d'abord, la démolition devait être complète. Chapitre 7, le contre-mouvement. L'inspection des fondations pour le quartier des Arts était prévue un mercredi matin, début mars. Selon les informations de Harold, le sabotage était déjà en place, un équipement de test de sol compromis qui déclencherait un effondrement catastrophique lorsqu'activé par un signal à distance. Vincent, accompagné de l'inspecteur en chef de la ville et de 3 membres du comité de développement, devait se tenir directement au-dessus de la section affaiblie au moment de l'incident. Un accident malheureux qui coûterait plusieurs vies, mais qui serait finalement imputé à la négligence de la firme de Vincent, ouvrant la voie à la réintégration de la proposition concurrente d'Alex.
Audrey, en tant que veuve éplorée, percevrait les importantes indemnités d'assurance et rejoindrait Alex à Vancouver une fois la poussière retombée, littéralement et figurativement. Mais Vincent n'avait aucune intention de jouer la victime dans leur tragédie soigneusement chorégraphiée. 3 jours avant l'inspection prévue, Vincent convoqua une réunion d'urgence des associés principaux de sa firme. Dans la salle de conférence surplombant la rivière Chicago, il présenta des preuves du complot de sabotage sans révéler ses sources. Nous avons 2 options, conclut Vincent après avoir expliqué la situation, annuler l'inspection et alerter les autorités, ce qui entraînerait probablement des années de litige et la mort du projet, ou procéder avec notre propre stratégie de contre-attaque. Diego, son assistant depuis 8 ans, désormais promu associé, se pencha en avant. nsa.gov. +6. blindlibrary.utah.gov. +6. en.wikipedia.org. +6. Quel genre de stratégie de contre-attaque? Vincent activa l'écran géant derrière lui, affichant des plans détaillés du site de fondation avec des modifications significatives. Nous avons publiquement suivi le plan de fondation original, mais depuis 1 mois, nous avons en réalité mis en œuvre ces révisions, une structure de support complètement différente qui rend leur sabotage sans effet. Les associés étudièrent les plans avec une appréciation croissante. Le design révisé était non seulement à l'épreuve du sabotage, mais en réalité supérieur au plan original, plus efficace, plus durable et plus rentable. Comment avez-vous mis cela en œuvre sans alerter les gestionnaires de construction? Demanda Marina Chan, responsable de la division durabilité de la firme. Les gestionnaires de construction sont dans la confidence, expliqua Vincent. Après avoir découvert le complot, je les ai approchés directement. Ils nous ont aidés à maintenir la tromperie, fournissant des rapports de progression falsifiés aux inspecteurs de la ville tout en construisant réellement selon ses spécifications. C'est juridiquement discutable, nota Thomas Abernathy, le conseiller juridique interne de la firme, bien que son ton suggérait plus de l'admiration que de la censure. Moins discutable qu'une tentative de meurtre, rétorqua sèchement Vincent. Mais votre préoccupation est notée, c'est pourquoi j'ai préparé ceci. Il distribua des dossiers contenant des documents juridiques, des protections pour les lanceurs d'alerte, des déclarations sous serment des gestionnaires de construction concernant les menaces qu'ils avaient reçues, et des preuves du sabotage initial. Si quelque chose tourne mal, ces documents seront immédiatement remis aux autorités. Les associés échangèrent des regards, un mélange de préoccupation et de détermination passant entre eux. Ils avaient tous bénéficié de la vision de Vincent. Maintenant, on leur demandait de se tenir à ses côtés dans une arène considérablement plus dangereuse. Diego parla au nom du groupe, « De quoi as-tu besoin de nous ?» Présence et performance, répondit Vincent. Mercredi, j'ai besoin de vous tous sur le site d'inspection, suivant exactement mes directives. Nous devons convaincre Alex et ses collaborateurs que leur plan se déroule comme prévu, jusqu'au moment où ce ne sera plus le cas. À la fin de la réunion, les associés étaient pleinement engagés dans le contre-complot de Vincent. Alors qu'il quittait la salle, Diego resta en arrière. « Il y a plus que du sabotage professionnel ici, n'est-ce pas ?» demanda-t-il doucement. « C'est personnel. » Vincent considéra son assistant fidèle, pesant combien révélé. « Oui, reconnut-il finalement. C'est très personnel. » Diego acquiesça lentement. « Je travaille avec toi depuis assez longtemps pour savoir que tu ne protèges pas seulement la firme. Quoi qu'il se passe d'autre, as-tu besoin de renforts ?» Pendant un moment, Vincent fut tenté de partager l'étendue complète du complot, d'intégrer Diego au cercle restreint avec Charlotte, Harold et maintenant Lily. Mais moins de personnes connaissaient le plan complet, plus ils seraient tous en sécurité. « J'apprécie l'offre, dit sincèrement Vincent. Mais moins tu en sais sur certains aspects, mieux c'est. Sois simplement prêt mercredi à jouer ton rôle. » La veille de l'inspection, Vincent finalisa les préparatifs. Charlotte avait positionné des enquêteurs financiers pour agir contre les comptes des conspirateurs dès la fin de l'inspection. Lily avait été envoyée chez une amie de confiance de l'équipe de débat, à l'abri de l'influence d'Audrey. Harold avait fourni les derniers détails critiques du complot, y compris les noms des fonctionnaires municipaux compromis. Ce soir-là, Vincent rentra chez lui et trouva Audrey l'attendant dans la cuisine, un verre de vin à la main, son expression soigneusement composée en une préoccupation décontractée. «
J'ai entendu dire qu'il y avait un problème avec l'inspection des fondations demain, remarqua-t-elle en l'observant par-dessus le bord de son verre. Quelque chose à propos de spécifications révisées? Vincent maintint une expression neutre malgré la confirmation que leur communication était surveillée. Juste quelques ajustements de dernière minute. Rien de sérieux. Tu sembles tendu, observa Audrey, s'approchant de lui avec une grâce maîtrisée. Tu travailles trop, Vincent. Peut-être qu'après ce projet, nous devrions prendre des vacances. Nous reconnecter. Chapitre 7, la confrontation. Et Alex, les changements sont excellents. Vraiment excellents. Mieux que le design original. Un flot de jurons émana du téléphone, suivi d'instructions de Tur, retarde l'inspection. Trouve une raison de la différer. Nous avons besoin de temps pour ajuster. Je vais essayer, promit Williamson avant de mettre fin à l'appel. Vincent reprit le téléphone. Bien joué. Maintenant, voici ce qui va se passer ensuite. À midi, l'inspection fut conclue avec succès. Les fonctionnaires municipaux, inconscients du drame qui se déroulait en coulisses, approuvèrent les plans révisés de Vincent et profitaient désormais d'un déjeuner traiteur offert par Cornerstone Design. Sous la supervision attentive de Vincent, Williamson avait passé 3 autres appels à Alex, chacun plus inquiétant que le précédent. Alors que les fonctionnaires quittaient les lieux, Vincent reçut un message de Charlotte, action financière initiée. Compte gelé. Phase 2 en cours. La phase 2 impliquait la livraison simultanée de dossiers de preuves à des personnalités clés du paysage politique et économique de Chicago, le maire, le procureur de l'État, le bureau local du FBI et des journalistes réputés pour leur intégrité. Chaque dossier contenait des preuves soigneusement sélectionnées concernant des aspects spécifiques du complot. Aucune ne révélait l'ensemble du tableau, mais chacune était suffisamment accablante pour garantir une action immédiate. Le téléphone de Vincent vibra avec un autre message, cette fois de son système de sécurité domestique, accès porte d'entrée à Reeves 12h17. Audrey était rentrée plus tôt, sans doute alertée par Alex de l'échec du sabotage. Vincent hocha la tête en direction de Diego. Il est temps de passer à l'étape suivante. Diego lui tendit une enveloppe scellée. Tout est prêt. La conférence de presse est prévue pour 15 heures. Vincent rentra chez lui avec un calme délibéré, se préparant mentalement à l'affrontement à venir. En entrant dans la maison, il trouva Audrey dans la cuisine, emballant frénétiquement des objets dans une petite valise. « Tu vas quelque part ?» demanda-t-il, s'appuyant contre le chambranle de la porte. Audrey se retourna brusquement, sa contenance brisée. « Vincent, je viens d'être appelé d'urgence au musée, un problème avec un donateur à New York. » « Intéressant, » remarqua Vincent. « Parce que je viens de parler avec le directeur du musée au sujet de la nouvelle installation pour le quartier des Arts. Il n'a mentionné aucune urgence. »« C'est juste arrivé, » insista Audrey, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle continuait à faire ses bagages. « J'allais t'appeler depuis l'aéroport. »« Avant ou après ta rencontre avec Alex à Vancouver ?» Audrey se figea. « De quoi parles-tu ?»« Chicago.gov. » Vincent sourit froidement. Salon.com. +6. Conspiracyarchive.com. +6. Art21.org. +6. Nous savons tous les deux exactement de quoi je parle. Le sabotage raté sur le site d'inspection, les comptes offshore gelés, les preuves en cours de livraison aux autorités à l'instant même. Pendant un moment, Audrey maintint son apparence de confusion. Puis son expression se durcit en quelque chose de calculateur et froid, un regard que Vincent n'avait jamais vu auparavant, mais qui semblait étrangement naturel sur son visage. « Depuis combien de temps es-tu au courant ?» demanda-t-elle, abandonnant la prétention. « Depuis suffisamment longtemps, » répondit Vincent. « À propos de l'affaire, des manœuvres financières, des plans pour utiliser Lily. De tout cela. » Le rire d'Audrey était amer. Et dire que je pensais que tu étais trop obsédé par tes précieux bâtiments pour remarquer quoi que ce soit à la maison. C'était une supposition utile de ta part, reconnut Vincent. Cela m'a permis de voir qui tu es vraiment. Et qui suis-je, Vincent, le défia Audrey, une étrange confiance émergeant malgré sa position précaire.
une prédatrice. Quelqu'un qui voyait Lily comme un atout à manipuler, qui a conspiré avec Alex pour façonner notre fille tout en planifiant ma mort. Pour la première fois, Audrey sembla véritablement surprise. De quoi parles-tu? Façonner Lily? Nous essayons de l'aider à échapper à ton influence contrôlante avec des sessions de mentorat privé à la Maison du Lac. La voix de Vincent se durcit. Avec les mains d'Alex sur elle pendant que tu détournais le regard, avec des plans pour devenir son système de soutien après mon accident opportun. Tu déformes tout, insista Audrey, bien que ses yeux vacillassent avec quelque chose qui aurait pu être de la culpabilité ou simplement du calcul. Alex se soucie de l'avenir de Lily. Il lui offrait des opportunités que tu ne lui aurais jamais données. J'ai vu les preuves, Audrey. Les enregistrements, les photographies, le schéma avec d'autres jeunes femmes. Charlotte Wells te salue, au fait. À la mention du nom de Charlotte, le visage d'Audrey pâlit. Charlotte est impliquée dans tout ça. Elle a été très utile, confirma Vincent, surtout compte tenu de son expérience personnelle avec le comportement prédateur d'Alex. La contenance d'Audrey se fissura davantage. Tu ne comprends pas. Alex disait qu'elle était instable, qu'elle avait fabriqué des preuves. De la même manière qu'il dira que tu étais instable lorsqu'il t'abandonnera, interrompit Vincent. De la même manière que tu as essayé de convaincre Lily que j'étais froid et contrôlant. Ce scénario devient plutôt prévisible avec le temps. Pendant un moment, quelque chose comme une émotion véritable traversa le visage d'Audrey. Peut-être la réalisation qu'elle avait été autant un pion dans les jeux d'Alex qu'elle avait essayé de faire de Vincent et Lily dans les siens. Mais cela se durcit rapidement en une résolution. Que se passe-t-il maintenant? Demanda-t-elle, sa voix redevenue stable. Tu vas me dénoncer, me ruiner publiquement, essayer de prendre Lily. Lily a déjà fait son choix, l'informa Vincent. Elle a vu les preuves. Toutes. Cette révélation frappa Audrey comme un coup physique. Tu n'avais pas le droit de l'impliquer là-dedans. Tu l'as impliqué lorsque tu as essayé de l'utiliser contre moi, répondit froidement Vincent. Lorsque tu l'as exposé au mentorat d'Alex, lorsque tu lui as menti à plusieurs reprises sur l'endroit où elle se trouvait et avec qui elle était. Les mains d'Audrey se crispèrent en poing à ses côtés. Alors, quel est ton objectif final, Vincent? La prison pour nous tous pendant que tu joues le mari lésé, le père dévoué. La prison en fait certainement partie, reconnut Vincent. Les crimes financiers à eux seuls garantiront cela. Le complot pour commettre un meurtre devrait prolonger considérablement les peines. Quant au reste. Il ouvrit sa mallette et en sortit un ensemble de documents. Je te donne un choix. Quel genre de choix? Demanda Audrey, méfiante. Option 1, tu coopères pleinement avec les autorités, tu témoignes contre Alex et les autres. Et Lily voulait le voir. Vincent répondit par un simple message, à la maison dans 30 minutes. Quand Vincent arriva chez lui, il trouva Lily assise dans la cuisine, une tasse de thé refroidie entre ses mains. À 16 ans, elle paraissait plus âgée que son âge. Son expression était grave mais déterminée. J'ai vu la conférence de presse en ligne, dit-elle en le voyant entrer. C'est partout dans les médias. Vincent se versa une tasse de thé et s'assit en face d'elle. Ça va? Demanda-t-il. Lily réfléchit longuement avant de répondre. Pas vraiment, mais je le serai. Elle leva les yeux vers lui, ses regards reflétant la même détermination. Maman m'a appelé, avant qu'il ne l'emmène. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Demanda Vincent, d'une voix neutre. Qu'elle était désolée, qu'elle n'avait jamais voulu que les choses aillent aussi loin. Les doigts de Lily se crispèrent autour de sa tasse. Elle m'a dit qu'elle m'aimait, qu'elle n'aurait jamais laissé Alex. Sa voix s'étouffa. Tu la crois? Demanda Vincent doucement. Lily resta silencieuse un long moment. Je ne sais plus quoi croire. La maman que je connaissais n'aurait jamais été impliquée dans tout ça. Mais le papa que je pensais connaître n'aurait pas non plus orchestré ce qui s'est passé aujourd'hui. L'observation était perspicace et Vincent ne la contesta pas. Les gens peuvent révéler des profondeurs insoupçonnées, bonnes ou mauvaises, lorsqu'ils sont poussés à leurs limites. Je ne suis pas fier de tout ce que j'ai fait, Lily. Mais je referai tout pour te protéger. C'est ce qu'elle a dit elle aussi,
répondit Lily avec un sourire triste. Que tout ce qu'elle avait fait, c'était pour me donner un avenir meilleur. La différence, répliqua Vincent doucement, c'est que ma version de la protection n'impliquait ni de te mentir ni de t'exposer à des prédateurs. Lily hocha la tête, reconnaissant la vérité. Charlotte m'a tout montré. Les enregistrements, les photos, les documents financiers. C'était complet. Charlotte est méthodique avant tout, acquiesça Vincent. Elle m'a dit quelque chose qui m'est resté, poursuivit Lily avec réflexion. Que la vengeance, c'est comme l'architecture. Elle peut être une structure laide et brutale qui s'effondre sous son propre poids, ou quelque chose de durable car fondé sur la vérité. Vincent observa sa fille avec un respect renouvelé. Elle avait compris non seulement les faits de la trahison, mais aussi la philosophie derrière sa réaction. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer, demanda Lily, écho sincère à la question posée plus tôt par Audrey. Vincent répondit, légalement, beaucoup devront répondre de leurs actes. Alex s'enfuira sans doute dans un pays sans extradition, mais son empire ici est fini. Et maman? Il hésita, pesant le niveau de détail approprié. Elle ira en prison, compléta Lily. Elle me l'a dit. C'est, selon elle, la seule manière d'espérer une rédemption. Vincent hocha la tête. Elle a fait le choix le plus sage. Et grand-père? Il commence une nouvelle vie, loin d'ici. C'est mieux pour tout le monde. Lily reçut l'information avec une grande maîtrise de soi. Et nous? Qu'est-ce qui va nous arriver? Cela dépend en grande partie de toi, dit Vincent avec douceur. J'ai pris des dispositions pour que tu puisses finir tes études où tu le souhaites, ici, en internat, même à l'étranger. Tes candidatures universitaires sont encore valables. Ton avenir reste prometteur. Et toi, insista Lily. Qu'est-ce qui t'attend, toi, après tout ça? Vincent n'avait pas vraiment envisagé cette question. Il avait été si concentré sur l'architecture de la justice qu'il avait peu pensé à ce qui resterait une fois la démolition achevée. Je ne sais pas, admit-il. Professionnellement, Cornerstone va continuer. Le quartier artistique verra le jour. Au-delà de ça, il haussa les épaules. Il est peut-être temps que je construise quelque chose de nouveau. Lily lui prit la main par-dessus la table. Quoi que tu bâtisses ensuite, je veux en faire partie. Pas juste observer depuis la périphérie comme avant. Cette simple déclaration transperça l'armure émotionnelle de Vincent. Pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, il ressentit un lien authentique, dénué de calcul ou de stratégie. J'aimerais beaucoup, répondit-il, la voix éraillée par l'émotion. Okay, I'm seeing a spawner way out there. We're gonna go for it. Need another 6K before you can get top 10? Oh, you can make that tonight. Easy. You can make that right now. Which is one good bet, bro. Woo, nobody flung me, huh? Alright. Alright, so for... Okay, here we go. We still got a minute left on this fire res. Looking good. Alright, we finally got a first place rod. Dude, I feel like this... Oh, shit. Hold on. Oh, okay. Not bad, not bad. They're still spawning out here. Okay. We take that, we take that. Personally, I hate Nether Fortress. It is quite dangerous. But unfortunately, necessary.
Horrible rates. That's pretty typical for this world. Like, everything about this world has been just the slowest rates you can possibly imagine. Okay, we got shot at. Oh, no. That hurt. Okay. I'm out of fire res. Let me drink this real quick. Okay, I want like 9 or 10 of these. We're at, I think, 1 right now. Okay, 3. Excellent. Okay, we also want another wart. I've not located where that's at yet. Okay, I need to like put some holes in here. Okay, what do we got? 8. Not bad. Couple more spawns, and we'll be good to go. Okay, is this pigman still mad at me? I did hit one of their babies. My bad. I actually did not mean to, but it did happen. Cannot even front. Ouch. Okay, 9 is close. Ouch, that's spawning on me. Okay, okay. Not dead yet. Excellent. $30 seconds. I still have 3 more fire res potions. But I don't... I'll probably